Chapitre 25. Jamel le Rolly Roger. J'avais à peine pris position sur le beaupré, m'a placé à l'avant du navire et couché sur l'éperon, pointe de la proue, plus ou moins obliquement. Bâti le Klingfot, phoque léger qui se réglait au mode beaupré, battit et reprit le vent en changeant ses armures, cordages qui retiennent le coin inférieur des voiles du côté d'où vient le vent. Avec une détonation pareille, avec un coup de canon, sous le choc de la renverse, la goélette trembla jusqu'à la quille. Mais au bout d'un instant, comme les autres voiles portaient encore, le phoque revint battre de nouveau et pendit peureusement. La secousse m'avait presque lancé à la mer. Aussi, sans perdre de temps, je rampai le long du beaupré et culbutai sur le pont, tête la première. Je me trouvais sous le vent du gaillard d'avant et la grande voile qui portait encore me cachait une partie du pont arrière. Il n'y avait personne en vue. Le plancher non balayé depuis la révolte gardait de nombreuses traces de pas et une bouteille vide au col brisé se démenait ça et là dans les dallots, ouverture pratiquée dans la muraille du navire servant à l'écoulement des eaux. Comme un être doué de vie. Soudain, l'Hispaniola prit le vent en plein. Les phoques derrière moi claquèrent avec violence. Le gouvernail se rabattit. Un frémissement sinistre secoua le navire tout entier et au même instant, le guy d'Artimon, vergue du mât d'Artimon, revient en dedans du bord et la voile grinçant sur ses drises. Cordage qui sert à hisser les pavillons, les voiles. Me découvrit le côté sous le vent du pont arrière. Les deux gardiens étaient là, bonnet rouge, étendu sur le dos, raide comme un anspé, les deux bras étalés comme ceux d'un crucifix, et les lèvres entr'ouvertes dans un rictus qui lui découvrait les dents. Israël Hans, à côté au bastingage, le menton sur la poitrine, les mains ouvertes à plat devant lui, sur le pont et le visage sous son hâle, aussi blanc qu'une chandelle de suif. À un moment, le navire se débattit et se coucha comme un cheval vicieux. Les voiles tiraient tantôt d'un bord, tantôt de l'autre, et le guy, balançant de ci de là, faisait grincer le mât sous l'effort. De temps à autre, un nuage d'embrun jaillissait par-dessus le bastingage, et l'avant du navire piquait violemment dans la lame. Ce grand voilier se comportait beaucoup plus mal que mon coracle rustique et biscornu à présent du fond de l'eau. À chaque sursaut de la goélette, bonnet rouge glissait de côté et d'autre, mais chose hideuse à voir, ni sa posture, ni le rictus qui lui découvrait les dents, n'était modifié par ces déplacements brutaux. À chaque sursaut également, on voyait Hans s'affaisser davantage sur lui-même et s'aplatir sur le pont. Ses pieds glissaient toujours plus loin et tout son corps s'inclinait vers la poupe de sorte que petit à petit son visage me fut caché et que je n'en vis plus à la fin qu'une oreille et le bout hirsute d'un favori. À ce moment, je remarquai autour d'eux des taches de sang sur le plancher et commençai à croire que les deux ivrognes s'étaient massacrés l'un l'autre dans leur fureur homicide. Je regardais ce spectacle avec étonnement lorsque, dans un intervalle de calme où le navire se tenait tranquille, Israël Hans se tourna à demi avec un gémissement sourd et en s'entortillant reprit la position dans laquelle je l'avais vu d'abord. Son gémissement qui décelait une douleur et une faiblesse extrême, et la vue de sa mâchoire pendante émurent ma compassion. Mais en me remémorant les propos que j'avais ouïs, cachés dans ma barrique de pommes, toute pitié m'abandonna. Je m'avançai jusqu'au grand mât. « Embarquez, maître Hans, dis-je ironiquement. » Il roula vers moi des yeux mornes, mais il était bien trop abruti pour exprimer de la surprise. Il se borna à émettre ce souhait. « Eau de vie !» Je comprenais qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Esquivant le guy qui balayait de nouveau le pont, je courus à l'arrière et descendis par le capot d'échelle dans la cabine. Il y régnait un désordre difficile à imaginer. Tout ce qui fermait à clé, on l'avait ouvert de façon pour y chercher la carte. Je passai dans le cellier, lieu frais où on entrepose le vin et les provisions. Tous les tonneaux avaient disparu et un nombre stupéfiant de bouteilles avaient été bues à même et rejetées sur place. À coup sûr, depuis le début de la mutinerie, pas un de ces hommes n'avait déguisé. En fourrageant ça et là, je trouvai une bouteille qui contenait encore un fond d'eau de vie. Je la pris pour Hans et pour moi-même. Je dénichai quelques biscuits, des fruits en conserve, une grosse grappe de raisin et un morceau de fromage.
Muni de ces provisions, je regagnai le pont et déposai ma réserve à moi derrière la tête du gouvernail et sans passer à portée du quartier-maître, gagnai l'avant où je bus à la citerne une longue et délicieuse goulée d'eau. Alors, mais pas avant, je passai à Hans son eau de vie. Il en but bien un quart de pinte avant de retirer la bouteille de sa bouche. « Ah, crétonnaire, j'en avais besoin, fit-il. Pour moi, assis dans mon coin, j'avais déjà commencé à manger. Fort blessé, lui, me demandai-je. Il grogna, ou je devrais plutôt dire, il aboya. Si ce docteur était à bord, je serais remis sur pied en un rien de temps. Mais je n'ai pas de chance, vois-tu, moi, et c'est ce qui me désole. Quant à ce sagouin-là, il est mort et bien mort, ajouta-t-il en désignant l'homme au bonnet rouge. Ce n'était pas un marin d'ailleurs, et d'où diantre peux-tu bien sortir? Je suis venu à bord pour prendre possession de ce navire, maître Hans, et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes prié de me considérer comme votre capitaine. Il me regarda sans amertume, mais ne dit mot. Un peu de couleur lui était revenue aux joues, bien qu'il parût encore très défait, et qu'il continuait à glisser et à retomber selon les oscillations du navire. À propos, continuai-je, je ne veux pas de ce pavillon. Maître Hans, et avec votre permission, je m'en vais l'amener ici à baisser, terme marin. Mieux vaut rien du tout que celui-là. Et esquivant de nouveau le gui, je courus aux drisses de pavillon et amenai ce maudit drapeau noir que je lançai par-dessus bord. Dieu protège le roi, m'exclamai-je en agitant mon bonnet. C'est en fini du capitaine Silver. Il m'observait attentivement, mais à la dérobée et sans lever le menton de sa poitrine. J'ai idée, dit-il enfin, j'ai idée. Capitaine Hawkins, est-ce que tu aimerais bien aller à terre maintenant? Nous causons, veux-tu? Mais oui, répliquai-je, très volontiers, maître Hans, dites toujours. Et je me remis à manger de bon appétit. Cet homme, commença-t-il avec un faible signe de tête vers le cadavre. Il s'appelait O'Brien, une brute d'Irlandais. Cet homme et moi avons mis les voiles dans l'intention de ramener le navire. Eh bien, maintenant qu'il est mort, lui est bien mort, je ne vois pas qui va faire le manœuvre sur ce bâtiment. Si je ne te donne pas quelques conseils, tu n'en serais pas capable. Voilà tout ce que je peux dire. Eh bien, voici, tu me donneras nourriture et boisson. Et un vieux fouloir ou un mouchoir pour bander ma blessure, hein? Et je t'indiquerai la manœuvre. C'est une proposition bien carrée, directe, droite et précise. Je suppose? Je vous annonce une chose, répliquai-je, c'est que je ne retourne pas au mouillage du capitaine Kidd. Je veux aller dans la baie du Nord et nous échouer là tranquillement. J'en étais sûr, s'écria-t-il. Au fond, tu sais, je ne suis pas tellement andouille. Je ne me rends compte, pas vrai? J'ai tenté mon coup, eh bien j'ai perdu. Et c'est toi qui as le dessus. Les baie du Nord, soit je n'ai pas le choix, moi. Je t'aiderai à nous mener jusqu'au quai des Potences crétonnaires, c'est positif. La proposition ne me parut pas dénuée de sens. Nous conclûmes le marché sur le champ. 3 minutes plus tard, l'Hispaniola voguait paisiblement, vent arrière et long. Et longeait la côte de l'île au trésor. J'avais bien l'espoir de doubler sa pointe nord avant midi et de louvoyer ensuite jusqu'à la baie du Nord, avant la marée haute, afin de nous échouer en paix et d'attendre que la marée descendante nous permît de débarquer. J'amarrai alors la barre et descendis chercher dans mon coffre personnel un mouchoir de soie fine donné par ma mère. Je m'en servis pour aider Hans à bander la large blessure saignante qu'il avait reçue à la cuisse. Après avoir mangé un peu et avalé quelques gorgées d'eau de vie, il commença à se remonter. Visiblement se tint plus droit, parla plus haut et plus net, et parut un tout autre homme. La brise nous servait admirablement. Nous filions devant elle comme un oiseau. Les côtes de l'île défilaient comme l'éclair et le paysage se renouvelait sans cesse. Les hautes terres furent bientôt dépassées et nous courûmes grand large, allure du navire quand il reçoit le vent par l'arrière, quand il a le vent en poupe. Le long d'une contrée basse et sablonneuse, parsemée de quelques
pin rabougri, au-delà de laquelle nous doublâmes une pointe de collines rocheuses qui formait l'extrémité de l'île au nord. J'étais tout transporté par mon nouveau commandement, et je prenais plaisir au temps clair et ensoleillé et aux aspects divers de la côte. J'avais désormais de l'eau à discrétion, à volonté, et de bonnes choses à manger, et la superbe conquête que je venais de faire apaisait ma conscience, qui m'avait cruellement reproché ma désertion. Il ne me serrait plus rien à rester à désirer, n'eussent été les yeux du quartier-maître, qui me suivait ironiquement par tout le pont, et l'inquiétant sourire qui se jouait continuellement sur son visage. Ce sourire contenait un mélange de souffrance et de faiblesse, comme le sourire hébété d'un vieillard, mais il y avait en outre dans son air un grain de moquerie, un ombre d'astucieuse traîtrise, tandis que de son coin, il me guettait et me guettait sans relâche au cours de mon travail.